Il y a des hommes dont la vie est consacrée à défendre la cause des autres. Ces hommes-là, on se demande parfois s'ils ont une vie privée. Aujourd'hui, notre invité est atypique, connu des Burkinabés. C'est une célébrité. Zoom sur Maître Alidou Ouedraogo. L'invité de Leçon de vie aujourd'hui est une célébrité au pays des hommes intègres et bien au-delà des frontières de sa terre natale. Alidou Ouedraogo a vu le jour au Burkina Faso le 1er janvier 1945. Il fera ses études respectivement à l'école primaire publique de Waïgouya, au collège moderne et le lycée Zenda Philippe Kaboré de Ouagadougou, à la faculté de droit de Poitiers en France, à l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, option droit de l'enfant, à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France, à la faculté de droit de Clermont-Ferrand pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à l'École nationale de la magistrature de Poitiers, à l'École nationale de la magistrature de Paris et de Bordeaux. De 1979 à 2003, Alidou Ouedraogo est magistrat et a exercé à Gawa comme président de section du tribunal, à Fadam-Gourma comme président du tribunal de grande instance, à Ouagadougou comme premier président de la cour d'appel. Dans la capitale burkinabé, il sera par ailleurs président de la chambre administrative des hauts cours d'État et de la Cour suprême. De 1980 à 1990, M. Ouedraogo est président du syndicat autonome des magistrats burkinabés, SAMAB. Alidou Ouedraogo a été président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples de 1989 à octobre 2007. À ce titre, il collabore à l'écriture de la Constitution du Burkina de 1991. Au titre de ses nombreux postes de responsabilité, on peut citer entre autres président de l'Union interafricaine des droits de l'homme de juillet 1992 à mars 2007, fondateur de l'Institut Sud-Nord pour l'enseignement des droits de l'homme et du développement en 2008, président du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques de décembre 1998 à 2007. Président de la Fondation pour l'étude, la protection et la promotion des droits humains et du développement en septembre 2007. Président d'honneur du Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP. Président d'honneur de l'Union interafricaine des droits de l'homme. Suite à l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo le 13 décembre 1998, il se voit confier la direction du collectif contre l'impunité par les organisations de la société civile burkinabé et les partis politiques. En décembre 2004, il démissionne de la magistrature et postule au barreau du Burkina Faso où il est admis pour l'exercice de la profession d'avocat. Il prête serment pour servir comme avocat le 15 avril 2005. Maître Alidou Ouedraogo est membre de plusieurs conseils d'administration d'institutions des droits de l'homme. Notre invité sur BF1 a animé plusieurs conférences et a collaboré à l'écriture de plusieurs ouvrages et articles portant sur les droits de l'homme. Il a servi de médiateur dans plusieurs conflits régionaux, comme ceux des Grands Lacs, la question Touareg, les questions ivoiriennes et des conflits sociaux. Alidou Ouedraogo est expert consultant en droits de l'homme au niveau de l'ONU ou encore de l'Union africaine. Expert du PNUD sur les questions du VIH-Sida et de la législation. À ce sujet, il a initié et animé un observatoire panafricain de protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. En 2010, M. Ouedraogo est conseiller près de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Alidou Ouedraogo est officier de l'Ordre national. Une rue porte son nom dans le 12e arrondissement de Ouagadougou. Il est marié et père de 5 enfants. Richard Tiéné, Maître Alidou Ouedraogo est à vous. Bonjour Maître Alidou Ouedraogo. Bonjour Richard. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes à Pissy. Tout le plaisir est pour moi. Situez-nous votre quartier, votre résidence et parlez-nous de votre voisinage. Bon, nous sommes là depuis les années 90. Quand on arrivait, il faut avouer que c'était un peu la brousse. Le point d'eau le plus proche, susceptible de sortir d'un robinet,
était à 800 mètres. La ligne électrique n'existait pas. Nous y sommes installés. Nous avons fait rapidement un collectif. Nous avons bâti nos maisons. Nous avons pu avoir de l'eau et de l'électricité. Avez-vous quelques réminiscences de votre enfance qui Oui. vous viennent en tête comme ça? Oui, à l'âge où je suis, je vis parfois sur des souvenirs. Et j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Je me rappelle par exemple, à l'âge de 5 ans, je suivais ma mère au champ, situé à 2 kilomètres de la maison paternelle. Je gardais des moutons, des chèvres et surtout un cheval. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Dieu merci, comme tu vois, je vais assez bien. Je n'étais pas comme ça au début, mais je vais assez bien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'étais victime d'une rupture d'anévrisme en 2006 et les médecins avaient diagnostiqué une paralysie irréversible. Mais aujourd'hui, j'ai repris mon équilibre. Je mène mes activités, je conduis mon cabinet d'avocat, je suis l'un des premiers à l'audience et je plaide mes dossiers. Je mène mes activités dans la société civile. Je suis activement la vie de mon pays. Bref, j'ai une vie de citoyen toute pleine. Quand on parcourt votre fiche, votre CV, on apprend que vous êtes allé étudier le droit à Poitiers, en France. C'était dans quel objectif exactement? En fait, vous savez, quand j'ai eu mon baccalauréat en 68, je ne sais pas trop comment, mais je l'ai eu à force d'étudier en tant que candidat libre. Je rêvais d'être professeur d'histoire géo, comme le professeur Joseph Kizerbo. À l'époque, il vous fascinait? Ah, il me fascinait. Parce que nous avons suivi ce cours. Nous l'avons suivi dans la rue le 3 janvier 1966. C'était un homme complet. Lors du soulèvement populaire. Voilà. Mais arrivé à Paris, j'ai eu toute une autre destination. On m'a imposé d'aller faire du droit à Poitiers. Et j'y suis allé. Ça n'a pas été très facile, mais vous savez, les étudiants voltaïques, partout où ils sont, ils s'adaptent, ils forcent et ils finissent par réussir. L'école pour vous, donc à l'époque, signifiait quoi exactement? Est-ce que sous la férule d'un papa ou d'une mère qui souhaitait la réussite de son fils, c'est sous cette férule-là que vous êtes parvenu à atteindre vos objectifs? Ou bien vous êtes dit l'école, je l'apprends comme ça? Il y a de ce que vous dites, il y a mon milieu de jeunesse. Mon père était un ancien combattant rigoureux, il était goumier. Ma mère était une ménagère qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais qui a su nous inculquer la rigueur, la droiture et le sens de la réussite. Mais j'ai grandi beaucoup au milieu de mes amis, très nombreux, qui ont beaucoup réussi, et cela a constitué un phénomène d'entraînement. Sinon, l'école en soi, même en moi, ne signifiait rien. Je réussissais, puisqu'on ne faisait pas des études le soir, on venait de l'école, on accrochait le sac, on le reprenait le matin, on repartait à l'école. À la fin du mois, à la fin du trimestre arrivait, on faisait la composition sans savoir trop comment, mais les notes étaient bonnes, parfois elles n'étaient pas bonnes, mais au total, nous en sortions. Pour moi, donc, c'était un peu comme ça. J'ai réussi au BPC sans trop savoir, mais au bac, je l'ai cherché moi-même. Et par la suite, je l'ai forcé parce que j'ai compris qu'effectivement, persévérer menait à quelque chose. Revenons à votre profession. Aujourd'hui, on vous appelle Maître Alidou Ouedraogo. Oui. Mais avant, vous étiez magistrat. Qu'est-ce qui justifie ce revirement? Non, ce n'est pas un revirement. Je suis rentré en 1976 comme magistrat. J'étais affecté à Gawa comme président de section du tribunal. Par la suite, j'ai été affecté à Fadangourma comme président du tribunal. Puis j'ai rejoint à Ouagadougou comme premier président. Et par la suite, au hasard des choses, tantôt effectivement dans la rue, à la tête des manifestants,
tantôt dans le milieu de la société civile, tantôt dans mon travail. J'ai fait les hautes cours d'État, j'ai fait la Cour suprême, j'ai été suspendu, j'ai été poursuivi, j'ai été réhabilité. Nous y reviendrons. Voilà. Bien sûr. J'ai fait la présidence comme conseiller juridique sous Blaise Compaoré un moment, après la Révolution. Et après, à la suite de l'assassinat de Norbert Zongo, j'ai été amené à conduire le collectif pour exiger la lumière et la justice sur l'assassinat crapuleux de ce héros de la jeunesse. Alors ça a duré 10 ans. C'était de 1998 à 2007. Et un jour, mon ministre m'a appelé et m'a dit « Le chef de l'État souhaite, Alidou, que tu reviennes à la magistrature, que tu revêtes ta robe et que tu deviennes un magistrat pur et simple. Parce qu'ainsi, le droit de réserve est malmené et on ne sait pas comment faire. » J'ai dit « Non, je ne peux pas. Je suis à l'aise comme ça. » Ils m'ont dit « Si tu ne viens pas, on te licencie. » J'ai dit « Monsieur le ministre, vous m'avez licencié 2 fois. Je ne vous permettrai plus de me licencier. Voilà ma démission. » Donc après 29 ans au service de la magistrature, j'ai remis ma démission. Et c'est ainsi que je me suis installé les mois qui suivent comme avocat. Vos partisans, assez proches de vous ont trouvé un surnom, le président du pays réel. Est-ce que vous vous estimez aujourd'hui encore que vous êtes toujours le président du pays réel? Oui, mais fiston, je suis toujours le président du pays réel. Parce que, en fait, c'est des lettres de noblesse acquises dans le feu de la lutte. Parce que vous savez que de 80 à 83, de 83 à 90, de 90 à nos jours, j'ai été aussi sur le front de la contestation pour un meilleur devenir de notre population, pour surtout des conquêtes des espaces de liberté, des espaces démocratiques, pour un développement de notre pays. Mais si vous prenez Ouagadougou, si vous quittez Ouagadougou, à peine 20 km, Zaktouli, la Wanziri de Gampela ou Boussé, il y a une différence énorme. La vie à Ouagadougou, c'est que c'est tout que vous voyez à Ouagadougou, vous ne le verrez plus loin. Il y a l'hôpital à Ouagadougou, vous ne verrez pas un hôpital à Boussé. Il y a une université à Ouagadougou, vous n'aurez pas une université à Gampela ou à Boron. Donc ça a commencé ainsi. C'est la coupure entre le pays réel et le pays institutionnel. Et à force, effectivement, de parcourir les campagnes, nos villages, à la suite, effectivement, de la matérialisation et de la mise en pratique de nos désirs et de notre volonté de changement, j'ai dit effectivement qu'il y avait un fossé entre le pays institutionnel, ceux qui sont dans les bureaux, et le pays réel, ceux qui sont dans les champs ou sous les hangars comme mécaniciens. Alors dire qu'on est le président du pays réel, ce n'est pas une vantardise, c'est en fait une manière d'incarner le commun des Burkinabés. Parce qu'en fait, 41% de notre population vivent sous le seuil de la pauvreté. Par contre, 3 ou 4, 5 familles n'ont pas de problème. Ils ont même des jets privés. Ce ne sont pas des 4x4. Ce ne sont pas des résidences aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong ou à Paris. Mais la pauvre femme qui est obligée de faire 50 km pour accoucher ou même pour se faire soigner, l'élève qui vit à Zaktouli et qui doit aller à l'université à vélo, il y a tout un divorce qui me permet de dire que même si c'est une mauvaise conscience, incarner un responsable du pays réel, c'est très intéressant. Et je l'ai été malgré moi. Puisqu'à chaque lutte, j'y étais présent. J'étais présent à la lutte pour construire le syndicat autonome des magistrats burkinabés. J'ai été en tête pour construire le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. J'étais en tête pour construire le collectif contre l'impunité. Et par la suite, aujourd'hui, je dirige une fondation pour l'enseignement et l'éducation aux droits humains. Et en fait, il n'y a pas plusieurs manières d'être le président du pays réel. C'est tout simple. C'est un fervent défenseur des droits humains qui parle. Et nous sommes allés à la rencontre de personnes qui vous connaissent mieux, en tout cas, que nous, qui vous côtoient. Nous écoutons leur avis dans cette rubrique que vous allez commenter par la suite.
beaucoup de choses nous lient à Alidou Ouedraogo. D'abord, je dirais qu'avant même d'être magistrat, j'ai connu Alidou Ouedraogo à Bobo. Et déjà, ce premier contact dont lui n'est pas conscient, il est venu, il avait une barbiche. Je crois qu'il était juge à Gawa, par mon grand frère Ouattara Sissa. Et dès le premier contact, en tout cas, j'avoue que le personnage m'a assez marqué déjà en tant qu'étudiant. Voilà. Et depuis ce temps-là, j'ai demandé à Sissa qui il était, on m'a expliqué ce qu'il faisait. Et après, quand je suis rentré dans la magistrature, tout de suite, nous avons sympathisé et j'ai pris fait et cause en tout cas pour ces idées qu'il défendait à l'époque. Alidou, comme tout le monde le connaît, il est très attachant. Et si je suis avec lui depuis l'enfance, c'est que c'est compte tenu effectivement de sa personnalité, de ce qu'il est. Parce que nous avons beaucoup de promotionnaires, mais je ne suis pas lié à tout ce monde-là. Mais avec Alidou, depuis l'enfance, nous sommes ensemble. J'ai trouvé quelqu'un déjà même, c'est-à-dire ce premier contact, quelqu'un qui a un regard déterminé, qui avait l'air très engagé, en tout cas, et qui était convaincant et convaincu de ce qu'il voulait faire. Depuis étudiant, on est tous des militants de gauche. Et moi, je suis rentré avant Alidou. J'ai commencé à travailler dans la fonction publique avant lui. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à travailler au ministère du Commerce. Et à l'époque, c'était la naissance du nouveau corps d'administration qu'on appelait les conseillers des affaires économiques. C'est notre corps dans l'administration. Comme les autres sont administrateurs civils, on a créé le corps des affaires économiques. Et moi, j'ai été donc intégré conseiller des affaires économiques. Alors j'ai écrit à Alidou pour lui dire que j'ai commencé à travailler et je suis conseiller des affaires économiques. Alors lui il a cru, il a pris, je suis conseiller des affaires économiques au ministère du Commerce avec Garango. Pour lui, j'étais conseiller économique du ministre Garango. Donc ça veut dire que j'ai déjà tourné Kazakh par rapport au militantisme étudiant, puisque moi j'ai été même secrétaire général de la FIANF à Toulouse, là où j'ai fait mes études. Donc il a compris ça comme ça, il m'a écrit une lettre vraiment très virulente pour me faire le reproche d'être déjà devenu réactionnaire pratiquement. J'ai dit non, je lui ai expliqué par lettre que c'est pas comme ça, c'est un nouveau corps, c'est comme les administrateurs civils qu'on nomme commandants, qu'on affecte comme commandant des cercles, préfet, etc. C'est un nouveau corps qui s'appelle le corps des affaires économiques. C'est là il a compris. C'est l'anecdote une des anecdotes que je peux raconter, quoi. Et l'anecdote qui me retient, ça ne vient peut-être pas de lui-même en tant que tel, mais de mon frère Sissa, qui m'a dit qu'en fait, Alidou a été un des pions, j'allais dire, du mouvement étudiantin en France quand ils y étaient. Et quand je l'ai vu, ne serait que sa démarche, pour être honnête avec moi-même, à cette période-là, sa démarche pour moi était quand même une démarche de conquérant en quelque sorte. Voilà. Et cette anecdote m'a fait que bon, nos idées se sont croisées et on a pensé à cheminer ensemble. Le vœu, c'est que nous continuions à vivre quelques années encore ensemble, parce que nous sommes âgés maintenant, et voir nos enfants évoluer, parce que lui, il a des enfants, moi j'en ai, et nous souhaiterions accompagner nos enfants pendant quelques années encore. Maître Alidou, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. En tout cas, je suis convaincu que tu aurais pu être une grande personnalité au-delà de ce que tu as pu être déjà. De mon point de vue, il y a des rôles que tu devais jouer dans ce pays-là qui n'ont pas été suffisamment joués de mon point de vue. C'est vrai, tu as cru à la société civile, mais de mon point de vue, tu aurais pu aller au-delà. Vous aurez pu être un monsieur, une personnalité encore plus célèbre au Burkina Faso selon donc Maître Fako, le dernier à intervenir. Quelle est votre réaction au sujet de tout ce que vous venez d'entendre? Non, ce que j'ai entendu m'émeut beaucoup. Parce que cela me renvoie à mes vertes années. Et comme l'a dit nous,
nous sommes d'un certain âge. Mais je suis content de ce que nous sommes, je suis content de ce qu'ils sont. Nous avons façonné à notre manière le paysage politique, économique et social de notre pays, à la tête de beaucoup de mouvements sociaux, à la tête de nos travaux, de nos fonctions. Voilà, nous m'a dit une anecdote qui traverse souvent la jeune génération. Les raccourcis faciles, les jugements très simplistes. Il était conseiller économique, moi j'ai cru qu'il était conseiller de Garango. Donc il était réactionnaire. Voilà, donc en fait, dans la vie, j'ai appris effectivement à relativiser et à faire en sorte de respecter le choix et la profession de tout un chacun. Et aujourd'hui, nous gagnons effectivement à le faire. L'essentiel, c'est de rester droit, de s'engager d'une manière ou d'une autre, parce que l'un sans l'autre, effectivement, on ne change pas grand-chose. Le 5 août 1983, au lendemain donc du coup d'État des révolutionnaires, du départ de Jean-Baptiste Ouédraogo et de l'arrivée au pouvoir de Thomas Sankara, vous étiez à Fada. C'était le 4 août, le coup d'État. Le 5 août 1983, vous êtes appelé sur Ouagadougou, quelque part au Conseil de l'Entente. Pendant 6 longues heures, vous discutez, vous échangez avec les dirigeants d'alors. Thomas Sankara vous propose le portefeuille de ministre de la Justice. Vous refusez. En 1985, on vous propose cette fois-ci le poste de ministre des Affaires étrangères. Vous refusez. Un peu plus tard, on vous propose un portefeuille de Premier ministre. Là encore, vous n'acceptez pas d'occuper cette responsabilité. Est-ce que les révolutionnaires n'ont-ils pas raison de vous qualifier alors de réactionnaires? Non. Je pense que les moments que vous rappelez sont des moments intéressants que beaucoup de Burkinabés ont vécu et beaucoup de Voltaïques ont vécu. On ne se lève pas le matin, se gratter la nuque pour dire « je vais être président ». Ça demande beaucoup de choses. Mais on peut se lever le matin, se gratter la tête et dire « je vais réussir ma journée ». Sur le plan professionnel, sur le plan de l'existence tout court. Quand effectivement en 1983, j'ai été appelé effectivement un soir vers 17h au Conseil de l'Entente, on est allé me chercher à Fada. Mais auparavant, vous savez que de 80 à 83, ça a été une lutte engagée par les capitaines. Ils se sont déjà rentrés entre eux. CSP1, CSP2, ça finit par la mise en scène de Jean-Baptiste Ouédraogo, sa destitution, la prise de Macky de Blaise Compaoré, l'arrestation de Thomas Sankara de Lengani, tous ces consorts. Moi, j'étais secrétaire général du syndicat autonome des magistrats burkinabés que je venais de créer avec beaucoup de magistrats. Tous les magistrats étaient dans ce corps. Mais nous avons joué un rôle très important. 21 magistrats ont été licenciés de leurs fonctions. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont eu des parents qui sont décédés, il y en a qui ont vraiment connu des situations très difficiles. Nous avons même été amenés à incarner effectivement le visage de la défense et des libertés à un moment très difficile. On nous a demandé à un moment, trouvez-nous quelque chose pour éliminer ces 4 troublions. Ces 4 troublions, c'était qui? C'était Sankara, Blaise Compaoré, Henri Zongo et Lengani. Et nous avons répondu, ce n'est pas le travail des magistrats d'éliminer un citoyen. Et puis regardez ces jeunes-là. Ce sont des jeunes militaires qui ne fréquentent pas les bars, qui ne font pas le cours aux femmes des autres, qui ne volent pas, mais qui font leur travail. Un travail républicain, qui veut replacer l'armée dans sa fonction première. Ainsi, on a cru voir une accointance entre nous et les militaires. Et cette attitude était pour l'ensemble des Burkinabés, l'ensemble des Voltaïques. Si bien que quand les militaires ont pris le pouvoir, j'ai dit à ma femme, un soir, du 4 août 1983, Yvonne, nos problèmes commencent. Parce que ces gens pensent qu'ils sont effectivement des révolutionnaires.
Mais ils ont été conseillés par des gens qui ont lu les livres de travers et ils vont faire des bêtises. Et ce sont les honnêtes citoyens qui vont en pâtir. Ça n'a pas manqué. La période du CNR. Si bien que quand Thomas Sankara m'a fait convoquer au Conseil de l'Entente, je suis arrivé ce jour-là à 17h30 au Conseil de l'Entente. Et il était déjà dans son bureau. Il m'a fait rentrer 5 minutes après. Il m'a montré la liste de son gouvernement. Il y avait pêle-mêle Adama Touré, Valère Sommet, Basile Guissou. J'ai dit, mais après une longue discussion, j'ai dit, mais Monsieur le Président, je ne peux pas être dans ce gouvernement. Il contient des éléments que j'ai combattus sur le plan étudiant. Non pas parce qu'ils sont très mauvais, mais parce qu'effectivement, chacun s'accrochait à sa position. Moi, je ne veux pas être un problème dans votre futur gouvernement. Et puis, c'est un gouvernement militaire, je vous souhaite une bonne chance. Sankara, au bout de 6 heures de discussion, m'a dit, si tout le monde me disait la vérité comme vous, nous aurons avancé depuis très longtemps. Il m'a fait reconduire à Fada. Effectivement, 2 ans après, au niveau de la magistrature, on nous a fait voir de toutes les couleurs. Et Blaise m'a convoqué aujourd'hui, voilà, je t'avais dit, si tu avais accepté le portefeuille du ministre de la Justice, vous n'allez pas souffrir comme ça. Il y a le portefeuille du ministre des Affaires étrangères. Je dis, mon point de vue n'a pas changé. Je suis bien où je suis. Premier président de la Cour d'appel de Ouagadougou, ce n'est pas zéro. C'est le sommet déjà d'une profession. Et puis, à la fin de la Révolution, vous savez, le dernier, il y a eu une rencontre mémorable en 87 à Bobo du Lasso. Je crois qu'on devait fêter un anniversaire. Et déjà, ça n'allait pas entre les tenants de la Révolution. Et on m'avait proposé d'être Premier ministre. Je dis non, moi je ne suis pas de cette soupe-là. J'ai également refusé. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas la vie facile. Quoique être Premier ministre, ce n'est pas une vie facile. Mais il y a quand même c'est différent d'être juge de brousse, d'être infirmier de brousse. Mais c'est par honnêteté et par une espèce d'intégrité. Mais quand ils vous ont proposé par la suite d'être à la tête des tribunaux populaires de la Révolution, vous avez accepté. Ça, c'est mon travail. J'étais magistrat. Dans toutes les circonstances, il n'y a pas de clause de conscience. À partir du moment où tu te rends compte que tu peux faire un bon travail, tu le fais. Mais vous devez être conscient qu'en allant là-bas aussi, il allait vous être difficile d'exercer le droit, de dire le droit comme il se doit de façon universelle, relativement universelle. Il n'y a pas une implication du droit ou d'une fonction facile. J'avais choisi d'être magistrat, j'ai prêté serment d'être magistrat. En toutes circonstances, l'essentiel, c'était d'appliquer le droit à ma manière et conformément au contexte et à la situation. C'est ce que j'ai fait. Les tribunaux populaires de la Révolution ont été menés par moi, je pense, de façon acceptable. Mon premier jugement, j'ai acquitté la Misana. Ensuite, je continue et je suis parti, j'ai démissionné des tribunaux populaires de la Révolution. Parce qu'il était plus question d'inversion des charges. Ah oui. Il appartenait à l'accusé de prouver qu'il est innocent. Absolument. Et vous étiez pour ça? Non. Parce que dans la fonction de magistrature, dans le système classique, ce n'est pas le cas. Quand vous accusez quelqu'un, comme tu le dis, c'est au tribunal qui accuse de faire la preuve que la personne est en faute. Mais là, on disait à la personne, prouve que tu n'es pas en faute. On ne peut pas effectivement accepter cela. Mais nous étions dans une période exceptionnelle. L'essentiel est de conduire le procès de manière équilibrée et de faire la part entre le grain et l'ivraie. Qu'est-ce que Thomas Sankara vous dit exactement quand il vous propose donc d'être à la tête des tribunaux populaires de la Révolution? Il attend quoi exactement de vous? Il m'a dit, grand frère, je m'appelais grand frère, Koro. Quand je regarde votre métier, ça me fait de la peine. Parce que vous, les juges, aujourd'hui, vous passez votre temps à juger des voleurs de bicyclettes, comme au cinéma là, ou des voleurs de poulets, ou des voleurs de lunettes. Moi, j'ai sous la main des dossiers où des citoyens ont détourné des millions de francs, ont spolié la nation. Moi, j'entends la justice d'aller au cœur de ces situations et de rétablir un juste équilibre. Moi, je souhaite
que cela s'efface. Au-delà du cadre professionnel, qu'est-ce qui vous liait aux deux anciens chefs d'État, Blaise Compaoré et Thomas Sankara? Thomas Sankara et Blaise Compaoré, au-delà d'eux, Lengani et Henri Zongo, quand ils sont arrivés au pouvoir, cela a correspondu à un moment où nous avons créé le syndicat autonome des magistrats burkinabés. Et le régime de Césaire-Bo avait refusé de nous en donner le récépissé. Et je me rappelle qu'un matin, mon bureau, composé de Toué, Madame Milma, Yarbanga Ignace et moi-même, sommes allés voir le capitaine ou le commandant Tarnagda, dont le bureau était à l'actuelle assemblée qui vient d'être détruite, pour plaider la reconnaissance de notre syndicat. Il nous a dit non, les magistrats n'ont jamais formé de syndicat, cela ne se fera pas dans notre pays. Et nous sommes sortis. Et en sortant, j'ai dit, mais en fait, le Premier ministre, Thomas Sankara, il est à côté là, à côté de l'Assemblée. Est-ce qu'on peut passer le voir? Mes amis ont dit oui, allons le voir. Et quand nous sommes arrivés, on l'a trouvé tout fidèle dans son bureau et il nous a demandé ce qu'on cherchait. Nous avons dit, nous venons demander une audience au Premier ministre. Il nous a dit, vous attendez, je vais le voir. Tout de suite après, Sankara est sorti, il nous a dit, vous rentrez. Il nous a tenus pendant 2 heures de discussion. Et en fin de discussion, il a dit, mes amis, il n'y a jamais quelque chose sans lutte. Si je vous donne votre récépissé, on va dire, c'est encore Sankara. Il faut continuer votre lutte. Vous aurez un jour votre... C'est ça là, ça nous a galvanisés. Nous avons continué ici. Mais cela ne suffit pas pour tisser des relations. On voit une tendance et on s'y loge. Sinon, nous avons continué à faire notre travail. Et quand ils ont eu des problèmes, nous les avons défendus. Parce qu'un syndicat, c'était ça. Il y avait des violations des droits humains, nous n'étions pas pour. Nous sommes impliqués, on les a défendus. Au-delà, on a défendu les Burkinabés. Si bien que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont essayé effectivement de nous coopter dans ce pouvoir-là. Mais nous n'avons pas suivi. Donc, cependant, nous avons gardé les relations humaines. Vous avez connu la clandestinité, oui. L'exil sous la Révolution. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Oui, j'ai dit que les témoignages de mes amis ont renvoyé à mes vertes années, aux années de Braise. Parce qu'on a toujours cru que Maître Alidou Ouedraogo voulait le pouvoir, voulait remplacer le pouvoir établi. Je ne cite pas le nombre de cas où cela a eu lieu. Nous avons fait la prison, nous avons été licenciés, nous avons été suspendus, nous avons été humiliés. Et nous avons fait effectivement la clandestinité parce qu'effectivement, sous la Révolution, on nous a dit que ce sont les meneurs. Après avoir arrêté les responsables syndicaux, on a arrêté les démocrates. Et nous avons été obligés même de faire la clandestinité parce que décision avait été prise de nous liquider. Cela a duré 2 ans et demi. Jusqu'au 15 octobre 1987. De mars 1985 au 15 octobre 1987. Voilà. Quelle est, à votre avis, la lutte la plus difficile dans les postes de responsabilité que vous avez occupés à la tête notamment de la société civile? Oui, en fait, je voudrais vous dire, Richard, que depuis que je suis rentré de mes études, jusqu'à octobre dernier, je ne sais pas ce qui va venir, je n'ai jamais eu de répit. Comme je viens de vous le dire, avec beaucoup de camarades, et je ne suis pas seul, nous avons toujours été soupçonnés ou traqués d'être des empêcheurs de tourner en rond. Nos carrières ont été écourtées, interrompues. Nous avons fait des prisons. Nous avons été suspendus ou licenciés. C'était toujours des moments difficiles. Mais c'est ça la vie en quelque sorte. Ça n'empêche pas quelqu'un de vivre. Ça n'empêche pas quelqu'un d'être. En fait, rien n'est immuable dans la vie. Alors, pendant la crise née de la mort de Norbert Zongo,
on vous rase la tête avec vos camarades de lutte. Comment vous avez perçu cette humiliation? Un matin, vers 5 heures, il y a 3 cargos de policiers, de militaires et de gendarmes qui s'arrêtent devant ma porte, qui me somment de sortir. On nous dira après que dans le premier cargo, il y avait près d'une trentaine de soldats, dans le deuxième, une quarantaine, une cinquantaine, plus des véhicules de commissaires. Nous avons été conduits à la Sûreté nationale. Et le commissaire est arrivé, il a dit, bon, je veux mettre le climatiseur. J'ai dit, non, je préfère que vous ouvriez la porte et que vous laissiez le climatiseur. Parce que je me disais que dans ces coins-là, on peut vous mettre du gaz en lieu et place de l'air froid. C'était plus par crainte. Voilà, c'était par crainte. Et donc vers 11 h, on vient me chercher, on me conduit dans la cour de sûreté de l'État. Je suis entouré par un cordon de commando avec des calaches. Et il y a un monsieur qui se trouve être un ancien prisonnier qui est commis pour me raser. Je lui ai demandé, c'est vous qui devez me raser? Il a dit, ah, que c'est pas sa faute. J'ai dit, non, faites votre travail. Quand il a fini de me raser, j'ai dit, mais ramassez mes cheveux et donnez-les-moi. Et dites à celui qui vous a envoyé me raser que j'ai ramassé mes cheveux. On ne partirait pas de là pour me liquider. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est une pure humiliation. Mais tout ça à cause du fait qu'on ait refusé, effectivement, l'assassinat crapuleux de Norbert Zongo, comme tant d'autres injustices que nous avons refusées. Faisons un tour dans votre jardin secret. Nous entendons par jardin secret votre vie privée avec des personnes assez proches de vous qui vous côtoient au quotidien. C'est votre femme, des enfants, et c'est dans la rubrique à vie. Nous suivons. Dans les années 80-82, M. Ouedraogo était juge à Gawa. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est par l'intermédiaire d'une connaissance qu'on s'est connus. Et bon, de fil en aiguille, bon, ça s'est concrétisé jusqu'à ce qu'effectivement, on se marie. Dans les premières années de notre enfance, nous n'avons pas beaucoup vu notre père du fait de ses activités. Mais il faut dire que quand il était présent, on sentait vraiment qu'il était là. On s'amusait beaucoup avec lui, surtout le samedi soir, avec les différentes variétés qui passaient à la télé. Il dansait, il faisait la comédie. Donc on peut dire qu'on passait des samedis soirs très intéressants. Je l'ai côtoyé depuis 5 ans environ. Ce qui me marque, surtout chez lui, c'est que c'est un homme de conviction. C'est quelqu'un qui est constant dans ses positions. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un homme qui est un homme de courage. Parce que c'est quelqu'un qui a accepté de prendre énormément de risques, pour lui-même d'abord, pour ses proches, pendant plusieurs années. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à faire pour le commun des mortels. Et c'est aussi quelqu'un qui est très tenace. C'est quelqu'un de très déterminé, tenace et généreux. Et j'avoue que souvent je le lui reproche parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion pour son prochain. Voilà, je pense que ce sont ses principales qualités. Côté défaut, bon, tout le monde a des défauts. On peut dire qu'il est parfois nerveux et entêté. C'est mon père, mais il comprendra. Autant il aime bien ses enfants et il leur fait beaucoup de cadeaux. Et autant également quand il le faut, il est assez ferme. Et je pense que ça a beaucoup aidé les enfants dans leur éducation. C'était, je pense, à l'époque de la Révolution. Nous étions couchés dans la même chambre avec mon frère et tout à coup, nous avons ouvert les yeux parce que nous avons entendu un bruit dans la maison. On est sorti dans le couloir
pour appeler notre maman et on est tombé sur notre père qui était en sous-vêtements, entouré de militaires avec des armes pointées sur lui. Disons que ça a été un choc pour les enfants que nous étions et je n'ai jamais oublié cette image. Je vais te dire, Alidou, que nous sommes là, malgré les difficultés, malgré tous les problèmes que nous avons traversés, que nous t'aimons beaucoup et nous te demandons de toujours rester toi-même, l'homme vraiment qui est bon, qui est juste et qui s'est engagé pour son prochain, qui s'est engagé pour que son pays aille de l'avant. Et malgré la maladie, en tout cas, nous pensons que tu as joué ta partition et que tu restes toujours quelqu'un d'important pour ce pays et pour ta famille. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes, pour moi, vous êtes un modèle de courage, un modèle d'engagement et aussi un modèle sur le plan social. Parce que j'aime, malgré votre niveau intellectuel et vos activités, vous savez vous rabaisser au niveau de l'individu lambda. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une grande qualité que moi, j'aimerais avoir. Papa, je tiens à te dire, après les épreuves que nous avons traversées, que je t'aime beaucoup, que nous t'aimons beaucoup. Et sache que malgré les difficultés, malgré l'absence de Warda, nous restons soudés à tes côtés. Et j'espère que tu trouveras la force de cheminer dans les années à venir avec nous et que tu garderas la foi que tu as toujours eue, car nous avons foi en toi et nous respectons tes décisions, quelle que soit l'opinion qu'on a de toi. Et je voudrais terminer en te disant que je suis fière de toi et je sais que Ahmed, Sahab et Amina se joignent à moi et également Warda qui n'est plus à côté de nous pour te dire que nous t'aimons et merci pour tout ce que tu as fait pour ce pays. Maître, vous venez de suivre des gens que vous appréciez énormément. Ce sont des personnes que vous côtoyez au quotidien. Est-ce la première fois que vous les entendez parler ainsi de vous? Non, pas la première fois. Je les ai souvent entendus. Mais aujourd'hui, je suis très ému. Ok. Et avez-vous un commentaire spécifique par rapport à ce qui est dit? Le souvenir de ma fille. Souhaitez, on fait une pause si vous souhaitez. Qui a disparu dans les classes de l'avion Air Algérie. Sinon, je voudrais leur dire que je les aime beaucoup. On revient justement à la rubrique questions classiques de cette émission. Si vous souhaitez, on fait une pause ou on peut continuer. Pas de problème. D'accord. Dites-nous, quel est le moment de joie qui vous revient par exemple en tête? Globalement, mon enfance et principalement le mariage avec ma femme. Et on suppose que le moment le plus difficile, parce que c'était la seconde question, on suppose que c'est cette perte brutale de votre fille. D'accord. Cela m'a anéanti beaucoup. D'accord. Que faites-vous, maître, face à une difficulté quasi insurmontable? Oui, je voudrais dire, mes amis le connaissent, et surtout aux jeunes, qu'il n'y a pas de difficulté insurmontable. Parce qu'on dit chez nous que Dieu ne vous donne pas un poids que vous ne pouvez pas porter. Donc vous priez, vous faites quoi? Ou bien vous vous dites, on arrivera à quand même résoudre la situation, quelle qu'elle soit? Face à toute situation, je me dis, on peut la résoudre. Et jusqu'à présent, cela m'a réussi. Sauf effectivement, celle frappée par le destin. Je crois que la vie m'a souri dans ce sens. D'accord. Quelle facette de votre vie auriez-vous souhaité changer? Votre fille l'a dit tout à l'heure, vous êtes, nous le supposons, elle le dit entre guillemets, vous êtes têtu.
apparemment, c'est quand vous décidez quelque chose, vous ne revenez pas en arrière. Vous assumez vos convictions. Non, dans la vie, je pense que la rigueur n'est pas synonyme d'inconscience. Et quand vous avez une idée, quand elle est vraie, il faut la confronter à celle des autres et expliquer. C'est peut-être ce qu'elle appelle être têtu. Sinon, comme je ne peux pas... Mais quand on veut enfreindre des principes sacro-saints de la vie d'un homme, ce n'est pas acceptable. Est-ce que vous voyez? J'ai vu, par exemple, dans les moments que vous m'avez posé comme question, où on m'offrait d'être ministre, j'ai vu la grande famille être montée contre moi. En refusant ces portefeuilles, tu nous prives d'un gain. J'ai dit oui, je refuse, je ne peux pas me compromettre quand je ne suis pas capable d'être. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est être têtu. Ça, je refuse jusqu'au bout, et je suis refusé jusqu'au bout, et c'est conforme à ma personnalité. Bien sûr. Mais quand j'aime, je suis anti. Et je pense aussi que ça fait partie de l'intransigeance et que, en fait, nous sommes ce que nous sommes. Quel conseil prodiguez-vous à ces millions de jeunes, nous le supposons, qui nous suivent et qui sont du continent, de l'Afrique, ou qui sont peut-être même d'autres horizons? Ouais. Ce matin, Jean-Baptiste Placard a décerné la palme de l'homme de l'année à la jeunesse burkinabé, au peuple burkinabé. C'est-à-dire, il faut que les jeunes prennent conscience que ça n'a pas été acquis en un jour. De ma vie, je vous ai dit, depuis que je suis rentré des études, je n'ai jamais eu de repos. Mais j'ai eu des devanciers. Le président du Faso citait Amadou Diko. C'était en 1958. Amadou Diko est de ma région. Dubo faisait partie de la région du Nord. Il a fait campagne à pied, à cheval, en voiture, contre le oui du référendum gaulliste de 1958. Adjedou, le président du Faso, l'a cité. Il a cité Ouezon Koulibaly, Nazi Boni. Il y a Arba Diallo qui nous a quittés, Kizerbo. Et plus loin, avant il y a le Gimbi Ouattara, mais il y a plus près encore, nous, au niveau de la construction du syndicat des magistrats, je cite là où j'ai été vraiment au four et au moulin, au niveau du collectif, le refus de l'assassinat crapuleux de Norbert Zongo, ça fait autant effectivement de points et de moments qui montrent effectivement que ce qui s'est passé le 31 octobre 2014 est le fruit de la résistance de notre peuple, de son refus légendaire de l'injustice, de la pauvreté, de la médiocrité et de la force. Donc le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est comme l'a dit mon jeune fils David, c'est-à-dire qu'il faut être constant dans la vie, il faut se réaliser, il faut être solide, être intègre et droit. Ça finit par payer, quelle que soit la difficulté et les aléas. Merci pour ce conseil partagé à l'endroit de la jeunesse africaine et hors du continent. Nous allons passer à présent à la rubrique cliché. Vous allez commenter 3 de vos photos et c'est maintenant. Une des multiples sorties du collectif des organisations démocratiques, des masses et des partis politiques contre l'assassinat de Norbert Zongo dans un des villages X du Burkina. Parce que je rappelle à souhait que nous avons fait à l'époque, pendant ces années-là, 3 fois le tour du Burkina Faso. Cette photo a été prise dans les années 90. Le président Alpha Omar Komnali m'a demandé avec un de ses ministres de l'enseignement, Sama Sekou, d'aller fermer la prison de Kidal à l'issue des travaux de l'espace d'interpellation démocratique. Dans cette prison, ils sont passés le calife Nouroutal,
C'est l'un des chefs de Mouride en Afrique. Il vit à Dakar. Dans cette prison, il est passé le père du Cheikh Doucouré. Dans cette prison, il est passé Alagui Maoudou, le l'imam de mon quartier. C'est-à-dire, les uns et les autres, en fait, ce sont des résistants connus contre la pénétration coloniale, les Mamédias. Vous allez à Nioro, à Bamako, vous allez trouver au moins une vingtaine de tombes de leurs disciples. Et Alagui Maoudou a été arrêté un jour de Tabaski. On était à la prière, j'y étais ce jour-là. On est venu le prendre, amener à l'aéroport, il l'a embarqué. Et quand je suis rentré dans cette prison, Samassoukou m'a dit, ici a été enfermé Modibo Keïta, le premier président du Mali. Et il m'a indiqué aussi que des musulmans de l'Afrique de l'Ouest également ont été enfermés ici. Et il m'a cité les noms que je vous ai cités. Et quel fut mon bonheur et l'honneur pour le Burkina d'avoir fermé cette prison à Kidal. J'étais dans mon bureau quand le professeur émérite Robert Charvin m'a appelé. Je ne sais pas comment il a eu mon adresse. Il a dit, j'ai affaire à M. Ouedraogo Alidou. J'ai dit oui. Vous venez être distingué lauréat du prix Kadhafi des droits de l'homme. Vous l'acceptez ou bien vous refusez? J'ai dit non, mais on ne peut pas refuser des honneurs. Nous l'acceptons parce que Kadhafi est un grand homme. Il n'est pas aimé par l'Occident, mais nous l'aimons. Parce que nous avons eu un prix américain, un financement de NED, New Endowment for Democracy, de 400 000 $. Et quand nous avons révélé à NED que nous avons été lauréats du prix Kadhafi, ils nous ont dit de choisir entre le prix Kadhafi et l'argent du Congrès américain. J'ai dit, nous choisissons le prix Kadhafi, parce que Kadhafi, c'est un chef d'État africain qui a beaucoup d'acquis à son arc. Nous préférons les 375 000 $ ou 400 000 $ que vous nous offrez. Donc c'était à cette occasion, à Tripoli, la remise du prix Kadhafi, avec ces personnalités comme les Garoudi, les Ziegler, les Robert Charvel, Omar El Hamdi, et les Madame Garoudi, etc. etc. Au-delà du prix Kadhafi, il y a également ce prix Nobel de la paix. Et ça, c'est à Oslo. Nous avons été également co-lauréats bien sûr. Du prix Nobel de la paix avec Jody Williams pour notre engagement dans la lutte contre les mines antipersonnelles. Et c'est le travail de l'UIDH. C'est le travail de l'UIDH. C'est une belle leçon de vie que nous venons de recevoir. Nous espérons que téléspectateurs, téléspectatrices de BF1, vous en avez profité. Nous vous demandons de proposez-nous donc une citation dans votre ethnie que vous reprenez en français. Nous aurions pu, comme pour les autres invités, vous demander de fredonner un chant, mais nous allons nous contenter de vous demander de citer des artistes que vous appréciez. Alors on commence par ce proverbe dans votre langue ou dans une langue que vous appréciez, hein, c'est possible aussi, et que vous traduisez en français. Je parle bien le moré, je vais m'exprimer en moré. Bumbu papa de dunia, sampo zuwelga ne soba. Rien n'est éternel ni immuable au monde si ce n'est Dieu avec son choix. Vous pouvez reprendre en moré pour ceux qui n'ont pas vite. Bumbu papa de dunia, sampo zuwelga ne soba. Rien n'est immuable et éternel sur la terre si ce n'est Dieu et son œuvre. Quels sont les artistes que vous appréciez? Un peu de musique quand même de temps en temps dans le véhicule ou à la maison? Oui, mais on nous a dit que vous dansez c'est vrai, parce que de temps en temps à la maison avec les enfants. Le 31 décembre, quand j'étais valide, j'organisais une partie avec les amis de toujours ici. Et j'ai beaucoup dansé dans ma jeunesse. Et j'ai beaucoup dansé jusqu'à ma maladie. Il m'arrive parfois même d'esquisser des mouvements de la tête quand j'entends une bonne musique. De qui, par exemple? Vous avez au Burkina, vous avez des gens comme
Zoulan Zagamda, Gauche, Ado Gorgo, Kwamba Lankwande. Vous avez des jeunes comme Flobi, vous avez des jeunes comme Tico Fils, vous avez des jeunes comme Des Altino. Et plus loin dans ma tendre jeunesse, Jacques Brel, dont un disque me reste dans la tête. Tu ne dois pas mourir. Merci beaucoup, Maître. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Nous disons merci déjà à tous ceux qui ont donné de leur voix dans cette émission, qui ont témoigné, qui ont accepté de nous accorder un peu de leur temps. Merci à la régie technique pour le travail abattu. Bonne suite à vous, téléspectateurs, suivant le reste du programme des BF1.